Donc, bienvenue à tous à cet atelier qui est vraiment dédié vraiment pour mieux comprendre l'autisme et soutenir les familles concernées, mais notamment les papas dans notre contexte à nous. Puis je suis vraiment ravie de vous accueillir ce soir. Donc, discussion enrichissante. On a trois intervenants que je pense qui vont venir enrichir nos connaissances aussi. Surtout ce soir, vous allez voir, il y a des intervenants, il y a des gens qui sont simplement intéressés, puis il y a aussi des parents. Donc, je pense que cette diversité-là, on va tous recevoir quelque chose à travers les différentes interventions. Comme on sait, l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte des millions de personnes à travers le monde. Puis, en tant que parent, ben, il est essentiel, euh, quelqu'un, il est essentiel, là, vraiment, de comprendre les défis auxquels font face les enfants autistes, en fait. Puis, les ressources sont disponibles aussi parce qu'il y a des ressources pour leur épanouissement. Puis, ce soir, on a trois intervenants avec nous, dont Randy Mathieu, qui est fondateur de TSA Secours. Évidemment, ils prendront le temps là, après de se présenter eux-mêmes. Il est éducateur spécialisé, il est conférencier. On a aussi Sandy Forge, qui est experte consultante familiale pour son entreprise Au cœur de la famille. Et on a aussi Madame Mariam Cervantes, qui est psychologue au CHU Sainte-Justine. Elle aura aussi la chance de présenter un peu ce qu'elle fait et son approche. Donc, pour commencer ce soir, on va passer avec notre premier intervenant qui serait Randy. Donc, je vais te laisser le micro. Donc, je te laisse te présenter aussi. Donc, je me présente, je suis Randy Mathieu, je suis éducateur spécialisé, un époux, un père de famille, deux petites filles à la maison et un passionné au niveau du TSA. Donc, ça fait plus de 12 ans que je suis dans le domaine au niveau du TSA. Dans le temps qu'on appelait l'ancienne appellation qui était Trois Vincent du développement. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu le tout. Puis, j'ai fondé mon entreprise il y a un peu plus de 2 ans maintenant, à la suite de plusieurs clients qui me demandaient des services en dehors de mes heures de travail. Donc, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que je travaille aussi au CRDI TED. C'est maintenant qui est rendu CRDI TSA, que est le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement ou troubles du spectre de l'autisme. Et mon rôle en tant qu'éducateur est de faire de l'intervention à domicile et d'intervenir auprès des familles, faire du coaching parental pour les parents qui ont des enfants TSA, pour leur montrer comment intervenir, comment prendre confiance dans l'intervention, comment avancer avec leur enfant, dans les sphères de développement, en fait. Puis, j'ai fait beaucoup d'enseignements aussi au CRDI, donc des groupes, ce qu'on appelle le groupe l'ABC du comportement, où ce qu'on montre vraiment aux parents là, comment cibler un objectif par rapport à leur enfant, connaître les caractéristiques de leur enfant, autant positifs que négatifs, être en mesure, enfin, éventuellement aussi là, de trouver un comportement alternatif pour éliminer le comportement négatif, justement, qui veulent diminuer. Et aussi, à travers ce programme-là, il y a un objectif aussi, au fait, un objectif à augmenter, un objectif à diminuer, puis un autre au niveau social. Puis, dernièrement, là, je viens de commencer en tant que chargé de cours au collège pour le développement de l'enfant dans le programme TEE, qui est Technique d'éducation de l'enfance comme chargé de cours. Donc, voilà un peu mon parcours. TSA Secours, c'est quoi au juste? C'est une entreprise sur deux volets. Donc, j'ai un volet conférencier, j'ai un volet formateur, puis j'ai un volet d'intervention à domicile. Donc, c'est une petite équipe volante qui va faire l'intervention à domicile pour intervenir avec les parents, soit le parent, soit directement avec le jeune, ou l'adolescent, ou l'adulte qui a des difficultés. Toujours en lien avec le TSA, mais ça peut aussi être une clientèle qui n'a pas de diagnostic, au fait, là, nécessairement de TSA, mais qui a des besoins particuliers. Soit qui a un diagnostic de trouble envahissant, pas de trouble envahissant, mais TDAH qui est trouble déficit d'attention avec hyperactivité, soit qu'il y a un diagnostic de trouble anxieux. Habituellement, ces diagnostics-là sont en comorbidité habituellement avec le TSA, mais somme toute, on peut quand même les travailler là, sincèrement, qui est un diagnostic de TSA. Ce qui est différent avec le programme du gouvernement au CRDI, qu'il faut absolument être soit avoir une hypothèse TSA ou soit avoir un diagnostic de TSA pour avoir des services. Donc, voilà un peu pour mon introduction. Je te laisse suivre, Sabine. Pour, avez-vous des questions par rapport à mon introduction? Puis après ça, moi, je m'en laisse. Je pars, puis ceux qui me connaissent, j'arrête plus, là. Fait que- Super. Ben, en fait, comme je te le disais, on a
tranquillement, des fois, des papas qui nous communiquent, en fait, concernant, ben, pas qui nous communiquent, mais tranquillement, on a des papas qui ont des enfants. Il y en a qui ne sont pas diagnostiqués nécessairement, il y en a qui le sont. Euh, Quelles sont les approches, en fait? Tu sais, quand je t'avais abordé, je te parlais aussi au niveau on avait parlé de la vision des autres par rapport à notre enfant, au niveau de l'estime de soi. Qu'est-ce que tu peux nous donner un peu comme, en fait, outils ce soir, autant pour le papa, puis par après, en tant qu'intervenant aussi, quand on a des papas qui nous approchent, oui, évidemment, on a l'écoute, mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire, en fait? Je vais vous mettre un peu en contexte. Tu sais, techniquement, quand un parent va recevoir le diagnostic de TSA, c'est comme une bombe un peu qu'ils reçoivent. Ils ne savent pas du tout c'est quoi. On leur dit allez au CRDI, faites une demande au guichet, puis vous allez voir un éducateur ou une travailleuse sociale qui va éventuellement vous guider au service de CRDI. Puis les parents ne savent pas du tout c'est quoi. Tu sais, la première chose à faire si on est parent qui reçoit un diagnostic de TSA, c'est d'aller s'informer. C'est d'aller s'informer le plus rapidement possible pour savoir c'est quoi ça au juste, c'est quoi ses caractéristiques, c'est quoi les caractéristiques majeures par rapport au TSA. Puis ensuite de ça, une fois qu'on patauge un peu dans tout ça, là, tu sais, évidemment, oui, on a un parcours de deuil aussi à faire dans tout ça, tu sais. Puis dépendamment le parent, ce qui est rendu dans son parcours de deuil, c'est là qu'on va savoir comment il va se mobiliser pour aller chercher des services, puis dans le fond, aller dans le développement de son enfant, en fait, là. Quand un parent est capable de voir son enfant comme étant une personne à part entière et non voir un diagnostic de TSA, ça fait toute la différence à ce moment-là. Mais ça, c'est un parcours, justement, c'est un processus de deuil, de cesser justement de voir juste le diagnostic, mais de se dire comment je peux faire pour aider mon enfant à se développer et à grandir. Mon rôle en tant que parent, c'est de développer cet enfant-là au maximum pour qu'il devienne autonome dans la société. C'est le rôle de tous les parents, en fait. Mais pour un enfant qui a des besoins particuliers, dont le TSA, c'est de savoir comment faire, puis d'essayer de comprendre cet enfant-là. Donc, d'une part, le parent, lui, il a un travail personnel à faire. Donc, aller chercher l'information, c'est la première étape. De se connaître aussi, de savoir comment il va conjuguer un peu avec le tout, puis d'aller chercher l'information vers les professionnels quand il est prêt. Le parent, là, sa partie, parce qu'il a été aussi à lui, quand je vous dis de faire son deuil personnel, mais en même temps, comme personne, il doit se connaître, faire connaissance de soi en tant que personne. Savoir lui-même, ce parent-là, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes limites, sur quoi je dois travailler. Parce que mon rôle reste que je dois mettre un cadre au niveau de l'environnement à la maison pour que mon enfant puisse se développer. Donc, moi, en tant que parent, si je ne suis pas à 100%, mon enfant ne sera pas à 100%. Donc, comment je fais, moi, pour chercher autant les services pour m'aider, moi, à faire mon deuil, à faire mon chemin? Et à me connaître et à grandir au niveau de mes capacités. Je dis un terme en anglais, la personal growth, mais c'est plus comme, pas comment dire en français, personal growth, mais c'est plus, Développement personnel. oui, développement personnel, au fait. C'est moi, avant mon enfant, il faut que je puisse lui montrer que je suis un pilier, puis qu'il puisse avoir confiance en moi, puis que mon environnement est sécuritaire. Donc, la base pour un enfant TSA, pour n'importe quel enfant, c'est de sentir que dans l'environnement où il évolue, c'est sécuritaire. Puis pour faire confiance à mon parent, j'ai pas le choix de sentir que mon environnement est sécuritaire. Mais tout part à la base. C'est un peu égoïste, un peu de nommer ça comme ça. C'est une grosse charge sur le parent, mais en même temps, c'est ça la réalité, puis c'est ça la vérité aussi, c'est que le parent doit faire ces premières étapes-là, chercher l'information, travailler sur lui-même au niveau de son développement personnel, son cheminement au niveau du deuil. Ensuite de ça, quand il est prêt dans les étapes du deuil, on va dire la dernière étape qui est l'acceptation, entre guillemets. On sait qu'on n'accepte jamais nécessairement d'avoir un enfant qui n'est pas parfait, mais on va le tolérer, on va vivre avec. Quand on est rendu là, on est rendu à chercher des services. Habituellement, les parents, ils viennent me chercher quand ils sont rendus à cette période-là. De dire, OK, là, je vois les difficultés de mon enfant, mais je ne vois pas seulement un diagnostic. Je vois un enfant que j'ai besoin d'aider à grandir, que j'ai besoin d'aider à évoluer pour le rendre autonome dans la société. Et là, j'ai besoin de services et j'ai besoin d'aide, en fait. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Ouais. Oui. Quand tu parles tu as dit que les parents, s'ils ont un travail à faire en tant que tel, toi, en tant qu'intervenant auprès de ces parents-là, est-ce que tu es là dès le début? Est-ce que ça arrive que tu as des parents dès le début? Donc, ils savent qu'il y a un diagnostic, ils ne sont pas nécessairement dans la phase de l'acceptation,
mais ils sont tout début. Est-ce que tu en as beaucoup des parents que, ah, donc, tout de suite, je cherche des ressources, je veux m'équiper, etc. C'est rare. C'est rare, je vais vous dire pourquoi c'est rare qu'au début, ils viennent chercher des services. Parce qu'au départ, la première étape, c'est la colère, la revendication. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à accepter le diagnostic, donc ils sont pas prêts à aller chercher des services. Tu sais, pour eux autres, là, c'est monsieur qui l'a dit qu'il y a un diagnostic, je crois pas à ça, il va se développer dans le temps, ça va disparaître, ça va partir. Puis c'est leur cheminement, en fait. Il y en a quelques-uns qui sont venus, qui étaient encore attristés, puis qui je peux voir que dans leur cheminement de deuil, ils ne sont pas tout à fait rendus à appliquer des interventions ou à aller chercher des services, mais je peux les accompagner dans l'écoute, dans l'empathie, les relations d'aide. Donc, je les accompagne dans ce cheminement-là. Mais quand ils sont prêts, puis c'est ça qui est un peu spécial, mais j'ai besoin du parent qui soit prêt à appliquer des interventions parce que mon rôle à moi, c'est de coacher, c'est de montrer des habiletés parentales pour que lui-même, il puisse appliquer les interventions puis qu'il n'ait plus besoin de Randy, là. Mon but, c'est que je puisse lui montrer qu'il prenne confiance petit à petit, puis éventuellement, quand il va gravir des échelons, 1% chaque jour de réussite, ça va augmenter son estime de soi. Et ensuite de ça, il va être en mesure d'intervenir. Mon but, c'est de rendre le parent autonome, en fait. Pas qu'ils soient dépendants. C'est un peu l'inverse d'une compagnie. Nécessairement, ce qu'on veut, c'est qu'une compagnie, on veut que les clientèles soient dépendantes de la compagnie. Techniquement, moi, c'est un peu l'inverse. Quand que je fais du coaching, ce que j'aimerais, puis moi, c'est un peu ma valorisation, un peu comment que je le vois, c'est quand j'ai le parent qui m'appelle et me dit, Hey, ça a fonctionné ce que tu as mis en place, ce que tu m'as dit. Moi, c'est heureux. Mon but, c'est juste que le parent soit en mesure d'appliquer une intervention par lui-même, prendre confiance, puis recréer ce lien-là de confiance avec son enfant. Puis c'est plus facile après pour les échanges, pour les interventions. Et question juste comme ça, je me demande, est-ce qu'il y a une durée, ou bien en moyenne, est-ce que ça prend du temps lorsque les parents te contactent, puis entre le moment qu'ils te contactent et vraiment ils sont capables d'avoir cette certaine autonomie-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'on parle de plusieurs séances, on parle d'une année? En moyenne, c'est combien de temps à peu près pour vraiment, on sent que le parent est équipé, là? Ça va dépendre, en fait, c'est tu sais, chaque dossier est très personnalisé en fonction du besoin à travailler à domicile. Au fait, ça dépend du parent et son besoin à travailler. Si je prends par exemple, j'en ai un qui veut travailler au niveau du sommeil. Tu sais, ça fait longtemps qu'il veut que son fils puisse s'endormir seul. Donc, ça va dépendre. Ma première étape, moi, c'est d'aller faire une observation sur les lieux. Et je vais faire une observation sur les lieux. Non, c'est pas ma première étape, en fait, c'est ma deuxième étape. Ma première étape, c'est de rentrer en contact avec le parent, aller chercher son interprétation de la situation. C'est pourquoi, madame, vous trouvez que ça, c'est un besoin? Qu'est-ce qui fait en sorte que ça, c'est un besoin? Tu sais? Après ça, on va émettre des hypothèses ensemble, on va regarder le tout. Et moi, je vais rentrer, je vais faire une deuxième séance d'observation dans l'environnement, dans la routine du sommeil, pour voir qu'est-ce qui est mis en place. Ensuite de ça, je vais faire une troisième intervention, donner mes hypothèses à la famille, discuter avec elle, parce que moi, j'implique la famille, au fait. Puis moi, je ne suis pas le super-héros absolu qui va venir te dire quoi faire directement, mais on va discuter ensemble. On va dire, Hey, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que mon hypothèse, c'est ça, 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 ça. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça se pourrait? Tu sais, qu'on va changer un peu la routine du dodo, on va diminuer l'écran de 30 minutes ou à 1 heure avant qu'il se couche, on va rajouter de la mélatonine peut-être, qui est naturelle justement pour justement aider à l'endormissement. Tu sais, c'est toutes des stratégies qu'on va regarder ensemble. Donc, ma première étape, c'est l'adaptation, en fait. Donc, je vais mettre des choses en place pour adapter l'environnement. Ensuite de ça, je vais rendre la famille disponible parce que si jamais, on va dire que le besoin, justement, c'est la routine du dodo, c'est le jeune n'est pas autonome pour ça. Mais à travers mes observations, je peux observer d'autres besoins plus majeurs par rapport à ça. Parce qu'on va adapter l'environnement, on dit, OK, on met un petit aide supplémentaire, on met de la mélatonine, il s'endort rapidement. Ensuite de ça, j'évalue, il y a d'autres besoins. Ensuite de ça, je peux commencer à faire la réadaptation. Fait que ma première étape, moi, c'est l'adaptation de l'environnement pour permettre le jeune à ce qu'il soit disponible et la famille disponible. Une fois qu'ils sont disponibles, on fait la réadaptation qui est l'apprentissage. Une personne avec un diagnostic de TSA apprend à apprendre, en fait. Donc, c'est à moi de lui apprendre comment apprendre. Il ne va pas apprendre d'emblée des trucs. Donc, c'est à moi à mettre, dépendamment de son niveau ou ce qu'il est rendu, c'est à moi de lui montrer comment. Donc, à partir de là, je vais rentrer mes outils, je lui montre mes outils, on fait des pratiques. Et ensuite de ça, la troisième étape, c'est une période qu'on appelle la consolidation. Consolidation, c'est que le jeune et la famille vont mettre en pratique ce que je leur ai montré. Donc, les rencontres vont s'espacer à partir de là. Donc, quand on parle, puis ensuite, c'est la généralisation qui est la quatrième étape, qui est la dernière étape au fait que le jeune va tenter de généraliser ses acquis dans d'autres milieux pour vraiment voir s'il est rendu autonome puis s'il est vraiment acquis au fait, pour le cristalliser au fait dans sa mémoire, dans d'autres milieux, pour qu'il soit toujours robotisé, de faire tout le temps la même chose au même endroit. Donc, si une autre situation arrive, comme quoi tu dois aller faire du camping ou quoi que ce soit, mais tu vas appliquer la même routine, tu vas être capable de l'appliquer. Et les mêmes outils que je lui ai montrés.
Donc, grosso modo, c'est ces quatre étapes-là: adaptation, réadaptation, consolidation, puis généralisation. La période varie, en fait. Dépendamment du besoin, ça va varier. Habituellement, c'est un 3 mois. C'est un 3 mois à une intervention par semaine. Parce que l'important, c'est quand que je travaille. Moi, je travaille toujours un objectif à la fois aussi, avec une rigueur de une fois par semaine, parce que quand on met de l'intensité, les résultats arrivent plus rapidement. Le parent va acquérir plus de confiance rapidement aussi. Puis c'est ce que je veux, au fait. Si je veux créer de la confiance chez le parent pour le maintenir motivé, reprendre son pouvoir parental, au fait, là, son empowerment, puis qu'il puisse appliquer mes interventions par la suite. Et avant de passer à la période de questions, quel conseil tu donnerais on va dire dans le cas, s'il y a un papa qui est dans la phase du deuil, quel conseil tu donnerais à cette personne-là qui vient de recevoir, son enfant vient de recevoir un diagnostic? Je dirais de prendre son temps, en fait. C'est de prendre son temps de vivre ce qu'il a à vivre. Quand on reçoit, moi j'ai deux filles à la maison, hein. Si j'avais un enfant, grâce à Dieu, mes enfants, moi je suis chrétien, en fait, c'est grâce à Dieu. Mes enfants, ils sont atypiques et non atypiques, ils n'ont pas de diagnostic, ils n'ont pas de besoin particulier. Mais si je me mets à la place d'un parent, prendre son temps, c'est d'accueillir l'information. Ensuite, ça, quand il est prêt, puis il va vivre des processus de deuil, mais il faut juste normaliser toute la situation. Donc, c'est normal de vivre de la colère, de la revendication, de la tristesse. Puis si ça va comme un style de roller coaster, ça va être des périodes de fluctuations émotionnelles, des périodes plus stables. Prendre le temps de vivre son émotion, c'est important. Deuxième point que je peux donner, de couper le réseau, en fait, entre guillemets. Je vais vraiment m'expliquer de ce côté-là. Couper le réseau négatif. Culturellement ou autre culture nécessairement, on reçoit beaucoup de commentaires négatifs par rapport à un diagnostic. Il y en a que c'est pas du tout accepté au niveau de certaines cultures, dont africaines, haïtiennes encore, au niveau spirituel, ils vont commencer à dire que c'est le diable. Donc, coupez tout ça. Concentrez-vous sur votre cheminement personnel avec ce diagnostic-là. Une fois que vous êtes prêt, allez chercher l'information, puis commencez graduellement à faire des petits pas vers, entre guillemets, l'acceptation, même si, comme je vous dis, l'acceptation, on l'accepte jamais, mais on va tolérer ça. Puis quand on est rendu plus près de ce côté-là, on est capable de voir cet enfant-là, puis de voir du positif, puis de voir ses caractéristiques, ses aptitudes. Donc, c'est ça, à la fin, qu'on veut voir. Tu sais, on veut pas... Puis le parent qui est prêt à intervenir avec son enfant, mais va être capable d'identifier les aptitudes de son enfant, les qualités, les caractéristiques. Puis ensuite de ça, pour bien intervenir avec son enfant, l'idéal, c'est d'aller voir ses intérêts, de connaître son enfant, d'échanger avec son enfant, de communiquer avec lui, de connaître ses intérêts, de resserrer ce petit lien de confiance-là qui a peut-être été ébranlé quand on a eu le diagnostic ou un peu avant, puis tenter de voir comment, justement, aller créer ce lien de confiance-là. La plupart de mes dossiers, les parents n'ont pas pu développer des liens de confiance. La plupart, les enfants pleuraient beaucoup, les enfants ne voulaient pas être collés, les enfants ne voulaient pas avoir de câlins. Donc, c'était très difficile d'une part pour le parent euh, de tenter de donner de l'amour à son enfant, mais aussi le côté réciproque de recevoir de l'amour à son enfant, de recevoir des câlins, de recevoir. C'était très difficile. Donc, éventuellement, après, quand l'enfant vieillit, on est capable de voir ses aptitudes, ses qualités, voir ses caractéristiques, le fait qu'il ne peut pas être collé nécessairement, le fait qu'il y a de l'hyper ou de l'hyposensibilité à certains sens, fait en sorte que mon approche vers mon enfant va changer. Je vais m'adapter à mon enfant en fonction de ses caractéristiques, puis je vais être capable de créer ce lien relationnel-là en fonction des caractéristiques de mon enfant. Donc, c'est là que ça va changer après, une fois que je suis capable de comprendre mon enfant, comprendre comment il fonctionne, comprendre la relation entre les deux. Puis, on peut grandir, les deux parents, en fait, le parent grandit, hein, puis l'enfant grandit aussi de ce côté-là. Comment peut-on, est-ce qu'on peut quand même se connecter à tes secours, que ce soit sur Oui, oui, Facebook ou oui. communiquer avec toi d'une certaine façon? C'est sûr, Sabine, moi, je t'avais dit que mon site était non fonctionnel quand on s'est parlé, mais là, il est rendu fonctionnel maintenant. C'est sûr que je Ah, suis en train de rajouter quelques sections sur mon site. Donc, j'ai mon site TSA Secours qui est fonctionnel. Vous pouvez aller dessus. J'ai une page blog, que j'écris des articles régulièrement quand même. Un petit bout que j'ai pas écrit parce que j'ai beaucoup de choses à monter des cours et enseigner. Mais voilà. Puis, il va y avoir une nouvelle page aussi boutique que je vais mettre éventuellement sur mon site pour que les parents ou intervenants ou professionnels puissent directement imprimer des outils.
Parfait. Et d'éducation, d'autonomie. ton site, c'est tsaseco.com. TSAsecours.com. Je le mets dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Donc, tsasecours.com. Si vous avez des questions aussi, j'ai ma page Facebook. Allez m'écrire sur Facebook. Si vous avez des questions de manière ponctuelle sur, grosso modo, n'importe quoi aussi, là. Donc, je vais pouvoir vous guider, vous répondre sans problème. Génial. Ben, super. Merci beaucoup, Randy, pour ton intervention encore une fois. Puis, on garde. Donc, moi, je vais aborder comment accompagner son enfant TSA. Je vais aborder peut-être pas vraiment beaucoup au niveau de l'enfant, mais s'il y a des questions par rapport à l'enfant, ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Mais avant ça, je vais prendre le temps de me présenter. Je m'appelle Cindy Ford, je suis maman d'enfants aussi, moi aussi, d'enfants neurodéveloppementaux qu'on appelle. Donc, moi, mon garçon maintenant qui a 11 ans, il a une dysphasie, donc un trouble de langage, et il a aussi un TSA. Et dans le fond, mon fils, moi, en tant que, je vais quand même un peu prendre le temps de vous expliquer un peu moi d'où que je viens. Je suis éducatrice spécialisée depuis, maintenant ça fait déjà 17 ans, ça fait plusieurs années que je suis éducatrice spécialisée. Et j'ai toujours été celle, depuis toute petite, qui aime aider les gens. Mais j'étais pas prête à être maman d'enfants à besoins particuliers. Donc ça a été pour moi un processus et ça a été aussi un moteur pour pouvoir accompagner d'autres parents qui vivent cette réalité-là. Parce que moi-même, je suis passée par ce processus-là. Je dis passée parce que moi, je me concentre beaucoup pour les enfants de la plus jeunes que les miens, donc 8 ans et moins, parce que c'est un processus par lequel que j'ai passé et que j'ai l'expertise professionnelle, mais aussi personnelle parce que je l'ai vécu. Donc voilà pour mon premier garçon qui a maintenant 11 ans, qui ne parlait pas tout petit, qui a pris du temps au niveau, comme parlait Monsieur Ratton, qui a pris du temps pour se développer, qui a pris du temps, ne serait-ce pour, moi je l'ai remarqué, pour s'asseoir, tout ce qui était développement moteur a pris beaucoup de temps. La parole a été en dernier et il a commencé à parler peut-être vers 4 ans, 5 ans, il a commencé à parler, mais vraiment avec beaucoup d'investigation, beaucoup d'investissement aussi, de support et d'aide de professionnels. Donc maintenant, il a 11 ans, il parle avec des défis, il y a certaines choses que il faut quand même aller expliquer au niveau des choses qui sont plus abstraites, mais il parle, il socialise avec les enfants. C'est sûr qu'en tant que parent, je dois m'investir pour lui expliquer certaines choses, mais ça va bien dans l'ensemble pour lui. Ma deuxième, ma fille, elle a 8 ans, bientôt 9 ans. Elle a une dyspraxie verbale, donc qui fait que les mots qu'elle veut dire dans son cerveau ne se transmettent pas exactement comme qu'elle voudrait. Donc, des fois, la formulation des mots est difficile et aussi la prononciation, elle a tendance des fois à bégayer aussi. Donc, c'est un certain défi pour elle, mais elle est super bonne, elle est courageuse, puis elle va de l'avant pouvoir s'exprimer le mieux qu'elle peut. Donc, voilà. Donc, aussi, je suis coach professionnel. Je me suis formée en coaching PNL. Donc, voilà, j'accompagne aussi avec cet outil-là. Comme j'ai dit, je me spécialise auprès des parents qui ont des enfants TSA et puis des difficultés neurodéveloppementales. Je suis aussi la fondatrice de Au cœur de la famille. Puis, j'accompagne vraiment, mon désir, c'est vraiment d'accompagner avec bienveillance, puis vraiment avec authenticité. C'est important d'être vrai pour pouvoir, je pense, transmettre les vraies choses à nos familles, à nos enfants. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu quand je parlais par rapport à mon entreprise. J'offre des ateliers, j'offre du coaching personnel, du coaching familial, j'offre des formations, autant pour les parents, mais autant aussi pour les enfants et la diade parents-enfants également. Donc voilà, donc dans le fond, moi, je vais vous transmettre aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous partager. Mais Sabine, si entre-temps tu veux m'interrompre, n'hésite pas aussi à d'autres questions, juste me faire signe parce que je vois pas tout le monde. Donc, juste me faire signe. Je vais partager 3 clés selon moi. Puis comme je dis, il y a des petits points qui vont peut-être reprendre. 3 clés selon moi qui, en tant que parent, pour être prêt à accompagner son enfant, que c'est important de passer par ces processus-là pour être en mesure d'accompagner son enfant sur le chemin sur leur parcours de vie. Donc, la première clé, c'est du deuil. Ben, dans le fond, c'est passer du deuil à l'acceptation. Juste un instant, parce que je vois pas tout mon... Oui.
Donc, de passer du deuil à l'acceptation, on en a parlé un peu plus tôt, quand quand on apprend que, en tant que parent, je pense qu'on a toujours un peu cette petite voix qui nous dit il se passe quelque chose, il se passe quelque chose, mais quoi, on ne sait pas vraiment. Donc, quand que le professionnel, que ce soit le psychologue, que ce soit la neuropsy, qui nous donne le diagnostic, c'est tout un choc. Tu sais, c'est un choc parce que on avait peut-être cette perception-là, mais c'est pas nécessairement ce mot-là qu'on avait envie d'entendre. Et sur le coup, quand on l'entend, on pense que la vie s'arrête. On a l'impression que la vie s'arrête parce que notre enfant, il y a un mot qui a été posé sur notre enfant. Autant que certaines personnes peuvent réagir avec un choc, mais d'autres peuvent réagir comme, enfin, je comprends qu'est-ce qui se passe avec mon enfant. J'étais pas en train d'imaginer quoi que ce soit. Donc, voilà. Mais dans le fond, moi, je réalise que c'est important de prendre le temps de passer par ce processus-là et de pas courir. Parce qu'on a tendance dans notre société, qui est une société très accélérée, dans une société très micro-ondes, à aller de l'avant, à faire les choses très vite, mais c'est important de prendre le temps d'accepter, de recevoir cette information-là, parce que de toute façon, ça va nous rattraper par la suite. Moi, si je peux vous partager, moi, quand que j'ai reçu le diagnostic, mon enfant avait 5 ans, l'hypothèse était déjà là avant, mais j'étais pas, non, pardon. J'ai eu l'hypothèse à l'âge de 5 ans. Sauf que moi, j'étais pas prête à accepter ce diagnostic-là. Donc, j'ai fait fi de tout ça, puis on a continué à cheminer. Donc, ça fait moins de 2 ans qu'on a eu le diagnostic officiel. Donc, parce que à ce moment-là, j'ai pas pris le temps. Donc, je trouve ça vraiment important de prendre le temps, puis d'accueillir avec bienveillance, d'être à l'écoute de soi, de s'entourer des bonnes personnes, des personnes que quand on est, exemple, fatigué, on est épuisé, découragé, qui vont pouvoir être là pour nous aider à se relever et à aller de l'avant au lieu de rester à broyer le noir, à rester dans le stress ou dans juste l'isolement. Donc, c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes. Puis aussi, une fois qu'on est rendu à l'étape qu'on a cheminé, on a des bonnes personnes autour de nous, ça serait de chercher de l'aide. On peut avoir tendance parfois de s'isoler, de rester tout seul, puis ou des fois aller chercher de l'aide pour notre enfant. Mais je crois vraiment que avant d'aller chercher de l'aide, c'est bien de chercher de l'aide parce qu'il faut le faire pour aider notre enfant. C'est important de prendre soin de soi en tant que parent, de prendre soin de soi, de trouver des groupes de parole, des groupes des endroits, des cafés-rencontres pour partager avec d'autres papas, d'autres parents qui vivent la même réalité que nous. Parce que quand on est dans cette réalité-là, on est beaucoup on nous donne beaucoup d'informations théoriques, mais c'est important de parler avec des gens qui ont la même réalité que nous, pour pouvoir vraiment discuter puis partager qu'est-ce qu'on vit vraiment à l'intérieur qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi, qu'est-ce qu'on vit dans notre réalité familiale. Donc, ça serait vraiment un point, selon moi, important pour nous aider à passer du deuil à l'acceptation. Donc, je ne sais pas s'il y aurait des questions jusqu'à présent. Donc, s'il y en a pas. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas juste de désactiver votre micro, et sinon, tu pourras continuer samedi. OK, parfait. Donc voilà. Donc mon deuxième point, c'était de accueillir la différence. Je pense il y a une différence entre accepter et accueillir la différence. Et accepter, déjà là, il y a un processus à faire. Accueillir la différence, c'est quelque chose que c'est comme une mise en action. Quand on est parent, quand on devient parent ou quand on rêve d'être parent, que ce soit consciemment ou inconsciemment, on a des attentes, on a une préférence. C'est là qu'on va se dire, je veux un garçon, je veux une fille ou je veux quelqu'un en santé, peu importe. On a des attentes en tant que parent et on a un modèle. On se dit, OK, moi, mon enfant, je voudrais qu'il soit comme ça ou ma relation parent-enfant, je voudrais qu'elle soit comme ça. Lorsqu'on est parent d'un enfant à besoin particulier, la relation parent-enfant il peut avoir des défis. Euh, Parce que c'est pas nécessairement exactement ou comme c'est écrit dans les livres. Donc là, on doit composer avec des réalités que peut-être qu'on s'attendait pas. Donc, c'est important d'être vraiment ouvert par rapport à, ouvert à se réinventer, ouvert à se réinventer par rapport
à la réalité qui est devant nous. Euh, et pour cela, tu sais, pour acquérir la différence, c'est vraiment d'être dans une ouverture vraiment qui est dans le non-jugement, mais aussi qui est beaucoup dans la non-comparaison. Parce on a tendance beaucoup à se comparer. Notre enfant, exemple de 5 ans, quand on voit que là, je m'en vais au parc, l'autre enfant qui a 5 ans, il n'est pas comme le mien. Ça peut faire vivre toutes sortes de choses à l'intérieur de soi. Ça peut faire vivre toutes sortes de choses dans la vie de notre enfant aussi. Donc, comment que, en tant que parent, on peut accueillir notre enfant dans sa différence et l'accueillir dans cette différence-là aussi. Comment, qu'en tant que parent, que notre enfant, il sait pas comment demander à un ami au parc pour jouer avec lui. Donc, comment que nous, en tant que parents, je prends le temps d'accueillir. Moi, une des stratégies que j'avais mis en place, c'est que je pratiquais à la maison avec mon enfant. Je pratiquais vraiment, comme on appelle les scénarios sociaux. C'était vraiment, OK, là, tu vas au parc, t'amènes tes jouets. OK, qu'est-ce que tu fais? Tu te présentes. Donc, je décortiquais. Donc, une des clés très importantes, c'est de faire des micro-actions, de décortiquer une action pour aider notre enfant. Il faut que ce soit le plus concret possible. Les enfants TSA sont très visuels et ils sont beaucoup dans le faire. Donc, le faire avec lui, être dans le visuel, c'est beaucoup, euh, en n'étant pas dans la comparaison, c'est rentrer dans son monde, d'être dans le monde de son enfant. C'est vraiment apprendre à le découvrir, puis de découvrir dans qui il est, c'est qui sa personne, qu'est-ce qu'il aime, mon enfant, c'est quoi ses forces, c'est quoi sa personnalité, c'est quoi son caractère, c'est quoi qu'il n'aime pas. Puis, avec ça, l'enfant va se sentir vraiment que mon parent s'intéresse à moi. Il s'intéresse pas juste au diagnostic, mais il s'intéresse à moi en tant que être entière, là. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis aussi d'être attentif aux besoins de notre enfant. Notre enfant, il peut avoir, par exemple, des intérêts restreints, qu'on dit parmi les traits chez des TSA, des intérêts, quelque chose qu'il aime, qu'il peut l'aimer pendant des années. Moi, mon fils, ça a été Spider-Man, puis il a aimé ça pendant des années, des années, des années. Puis j'ai cherché de toutes sortes de façons comment m'intéresser à son sujet, pouvoir discuter avec lui, pouvoir aborder certains sujets, m'intéresser à ce qui le plaît. Donc, vraiment, je pense que vraiment, aussi par rapport à la tonne qu'elle avait partagée tout à l'heure, quand on comprend le besoin de notre enfant, ça va nous aider le plus possible à désamorcer les crises. Plus on va connaître le besoin, plus on va comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière la crise, plus les crises vont diminuer, dans le fond. Donc, c'est vraiment d'aller chercher la raison pour laquelle qui est derrière. Donc, si c'est de la communication, si c'est de l'autonomie qu'on a parlé tantôt, c'est important de vraiment aller comprendre c'est quoi le besoin de mon enfant, c'est quoi sa difficulté ou c'est quoi qu'il veut exprimer. Donc, ça va permettre de vraiment accompagner notre enfant à ce niveau-là. Donc, je vais vous partager clé. La troisième clé qui est de prendre sa place de père. Euh, Ça, c'est vraiment comme, je vous lance des questions comme ça, puis que pour commencer maintenant à y réfléchir, mais c'est sûr que ça va pas se terminer aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça va se poursuivre après la rencontre, parce que en tant que parent, on n'est pas juste, c'est pas juste un désir d'être parent, c'est que on a une mission de transmettre quelque chose à notre enfant. On a un rôle parce qu'on veut transcender ou transmettre quelque chose qui va perdurer avec le temps. Donc là, moi, j'avais envie de vous inviter, puis si vous voulez prendre la parole, ça me fera plaisir de vous entendre, mais sinon, si vous voulez juste le garder pour vous, puis continuer à réfléchir par la suite, ça sera bien aussi. Donc, moi, je voulais vous inviter à réfléchir à votre rôle, euh, à réfléchir et puis à vous demander qu'est-ce qui est vraiment important pour moi. Puis, une fois de comprendre qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est important pour mon enfant? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Parce que, dans le fond, on a tous des valeurs. C'est pas tout qui est important. Qu'est-ce qui est important pour Sabine? Qu'est-ce qui est important pour Randy, pour moi ou pour d'autres personnes? On n'a pas tous les mêmes choses qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Mais je pense que c'est important de se poser la question, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant pour pouvoir être au clair avec ça. Puis je pense qu'une fois qu'on est au clair avec ça, ça va être plus facile. Exemple, je veux transmettre à mon enfant la persévérance. C'est une valeur qui est importante. Mais en étant au clair avec ça, ça va nous permettre de voir, OK, comment je transmets
m'arrêter, me dire, OK, comment je vais transmettre ça à mon enfant? Pour mon enfant, lui, ça serait, sa valeur importante, c'est se faire des amis. OK, ben comment je l'accompagne à se faire des amis? Parce que se faire des amis, c'est un défi. Se faire des amis, la socialisation, c'est un défi. Donc, comment je l'accompagne à se faire des amis? Donc, voilà. Et aussi, l'autre chose, c'est d'avoir confiance en ses capacités. Moi, je crois que tout le monde ici a toutes les capacités en eux pour accompagner leur enfant, mais c'est important d'être au clair avec ça. C'est important de prendre le temps de trouver ses forces. C'est quoi mes forces? C'est quoi mes limites? Parce on a des difficultés, on a des limites. Puis quand on est conscient de nos limites, on va chercher de l'aide, on va aller chercher du support pour pouvoir aller de l'avant par rapport à ça et que cette limite-là on devienne une force. Aussi d'être conscient de c'est quoi nos croyances aidantes, c'est quoi nos croyances limitantes. Exemple, exemple, une croyance limitante, ça pourrait être ah, mon enfant ne parle pas ou mon enfant a des difficultés, il n'arrivera pas à aller chercher de l'aide. Donc, ça, c'est une croyance qui peut qui pourrait limiter, qui pourrait nous-mêmes penser que notre enfant n'y arrivera pas. Donc, d'être conscient de ça, de dire, OK, bon, mais moi, qu'est-ce que je pense, mais comment je fais pour que ça devienne comment je fais pour travailler pour que, moi, je finisse par croire que mon enfant, il est capable, il va y arriver. Quel outil que j'ai besoin pour ça? Quel outil que j'ai besoin de transmettre à mon enfant? Quel outil que j'ai besoin pour que mon enfant puisse y arriver, puis croire que quand il va à l'école, quand il va à la garderie, je suis confiant, tout va bien aller pour lui. Quel lien de confiance que je dois établir avec le professionnel qui travaille avec mon enfant? Puis, le dernier point que je voulais aborder, c'est d'être présent. D'être présent physiquement et d'être présent dans la tête. Quand je parle de physiquement, c'est que des fois, on peut avoir tendance à déléguer, à ne pas être au rendez-vous, à dire si vous êtes en couple, bon, ma conjointe va y aller, ou je lire dans l'agenda ou dans le c'est important d'être physiquement présent, vous impliquer le plus possible parce que plus vous allez être impliqué dans la vie de votre enfant, que ce soit à la garderie, que ce soit à l'école, plus vous allez connaître votre enfant parce que notre enfant à la maison puis notre enfant à l'extérieur, c'est pas le même enfant. Donc, c'est important de pouvoir faire le pont entre les deux pour pouvoir l'accompagner, pour aider à la généralisation. Parce qu'il y a des choses que votre enfant va être capable de faire à la maison, mais qui n'est pas capable de faire à la garderie ou vice-versa à l'école. Donc, en étant impliqué physiquement, ça vous donne premièrement une perception, ça vous permet de voir la réalité et vous de pouvoir continuer le travail à la maison ou si ça se passe bien à la maison, de pouvoir transposer ça aux professionnels à l'école, l'enseignant, disant, mais moi, à la maison, ça fonctionne, mais à la garderie, non, mais voilà comment nous, qu'est-ce qu'on met en place à la maison pour que ça fonctionne. Aussi, quand que j'écris être présent dans la tête, bon, on est comme tout parent ou comme toute personne adulte, on a beaucoup de choses dans la tête et on peut avoir notre enfant avec lui en se disant oui, 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 je suis avec lui, je suis présent, puis on est occupé, comme tout le monde, sur notre téléphone, on est occupé parce qu'on pense aux factures, on pense à toutes sortes de choses. Euh, Moi, je vous encourage lorsque vous êtes dans votre temps avec votre enfant, même si c'est 15 minutes, même si c'est 10 minutes ou 5 minutes, d'être complètement disposé et présent pour pouvoir vraiment être complètement présent pour votre enfant. Donc, les points que je voulais vous encourager à retenir, donc c'est ça, c'était de l'acceptation, ça se fait dans la bienveillance et l'écoute de soi en se laissant du temps, être vraiment bienveillant vers soi-même, se laisser le temps qu'on a vraiment besoin pour le faire, de pas excusez-moi le terme, mais se rocher, là, de se mettre à la course, OK, là, faut que j'accepte, faut que j'accepte. Non, c'est une question de temps, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des mois, ça peut prendre des années. Ça peut prendre, ça prendra le temps que ça doit prendre. L'important, je pense, c'est vraiment de cheminer là-dedans. C'est un cheminement, c'est une marche, de continuer à marcher. De ne pas rester à terre, mais de continuer à marcher. Peu importe, des fois on ralentit, mais de continuer à marcher. Le deuxième, ça serait à retenir d'accueillir son enfant pour qui il est vraiment. Votre enfant, il est plus qu'un diagnostic. Le diagnostic, c'est un mot posé, c'est un mot nommé, c'est un mot c'est dit sur notre enfant pour nous aider à éclaircir la situation. Mais c'est vraiment important de connaître notre enfant pour qui il est vraiment.
puis de prendre sa place de parent, de père. Et ça se passe en connaissant ses propres capacités. Puis moi, je termine en disant que le rôle de père, selon moi, à mes yeux, c'est indispensable parce que dans le fond, un enfant, dans l'attitude du père, dans le regard du père, va chercher une certaine valorisation. Il va chercher une certaine validation. Un enfant n'a pas le même comportement avec le papa et la maman. Donc, avec le père, c'est qu'est-ce que j'observe beaucoup. Il y a une validation qu'il va aller chercher chez le papa et ça va le permettre lui, lui de s'ancrer dans son identité. Donc voilà, c'est qu'est-ce que je voulais partager. Je sais pas s'il y a des questions par rapport à ce que j'ai partagé. Puis, merci Sandy, parce que justement, on peut faire le lien avec ce que tu dis, puis avec son expérience à lui aussi. Tout ce que tu as partagé, il y a un mot qui ressort là, c'est bienveillance. Puis Ouais. c'est vraiment ça. Est-ce que, c'est quoi les façons de communiquer avec toi, prendre contact avec toi? Tu peux le mettre aussi dans le chat, mais tu peux le partager aussi avec tout le monde, site Internet. Je te laisse. Mais je vais le partager dans le chat, mais dans ça, j'ai un site Internet où effectivement, j'ai aussi, par mon site Internet, vous pouvez aller dans les contacts, prendre un rendez-vous, un appel découvert. Donc, j'offre gratuitement un 30 minutes d'appel découvert pour voir comment je peux vous aider, si je suis la bonne personne pour vous accompagner avec votre enfant. Puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, j'ai beaucoup de vidéos qui donnent des stratégies, soit sur la routine, l'autonomie, la communication. En tout cas, je parlais dernièrement d'écolalie, tu sais, l'écolalie quand l'enfant répète beaucoup de choses. Donc, je donne beaucoup de sujets que j'aborde sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver au point cœur de la famille. Donc, au cœur de la famille, vous allez pouvoir me trouver sur les réseaux sociaux, mais je vais tout vous écrire sur le chat. Donc, voilà. Super. Merci beaucoup, Sandy, pour ton Merci à intervention vous. pleine de Merci à bienveillance. vous. Oui. Merci à vous. Je vais laisser. Donc, oui, je suis psychologue clinicienne. Je travaille présentement dans le milieu de la santé, mais j'ai déjà eu de l'expérience aussi dans les milieux scolaires. Donc, ce qui m'a servi pour adapter et les recommandations aussi qu'on donne pour les autres services. J'ai aussi travaillé dans le milieu, le CRDI pour l'intervention. Donc, je suis spécialisée dans l'évaluation et l'intervention auprès des enfants autistes. Aussi en lien avec d'autres troubles neurodéveloppementaux. Donc, voilà pour à peu près pour mon parcours un peu plus court. De mon côté, ce qui avait été planifié un petit peu pour aborder aujourd'hui, c'était en lien avec l'opinion et la perception qui pouvait avoir, la perception des autres, qui pouvait avoir un impact sur le bien-être des papas et d'enfants aussi. Donc, je voulais parler en lien avec ça et aussi comment gérer certaines situations plus délicates qui peuvent être difficiles à vivre, non? Chez les papas et comment renforcer les sentiments de confiance en soi et puis la légitimité pour la légitimité des papas pour d'enfants autistes. Donc, je vois qu'il y a déjà des éléments qui ont été nommés. Donc, c'est bien aussi qu'on puisse s'en reparler et puis les voir peut-être de notre vue, dans notre angle, si on veut, pour faire la généralisation des apprentissages, justement. Donc, voilà, sur le plan des opinions et des perceptions des autres sur l'impact sur le bien-être des papas, on voit que il y a dans la société parfois les jugements envers les pères sur certaines idées un peu fausses en lien avec leur rôle. Oui, ça a beaucoup changé depuis plusieurs années.
dans certaines familles, oui, c'est plus la maman, mais il y a aussi des papas qui s'impliquent beaucoup dans la santé, dans l'éducation des enfants. Donc, il y a ce jugement de la société en lien avec la compréhension de l'autisme et le rôle des papas que peut-être ils ne voient pas bien que les papas soient ou soient intéressés à savoir, à avoir les intérêts, à connaître les intérêts de son enfant. Donc, il y a aussi le manque de soutien qui peut exister envers les pères des autres membres de la famille, donc à être comprise par les amis, par d'autres professionnels. Et ce manque de soutien peut affecter son sentiment, avoir de l'impuissance, de la frustration. Parce qu'ils vont peut-être penser, la famille, non, c'est correct, il peut, ben, je sais pas, il est le héros, mais non, parfois, oui, ils ont tous, on a tous on est des parents et on a tous des sentiments envers nos enfants, des inquiétudes et on veut les bien-être, on veut le meilleur pour eux, donc c'est la même chose pour les papas. Donc c'est important que la famille, les amis puissent les soutenir dans ces parcours aussi. Il y a aussi les opinions négatives qui peuvent nuire au bien-être émotionnel des pères. Donc, l'effet d'être jugé ou de critiquer peut entraîner une augmentation du stress, de l'anxiété, de la dépression. L'effet de juger, c'est ça, comme on se disait, dans certaines cultures, selon certaines perspectives. Ça peut entraîner une certaine détresse aussi chez les papas. Et dans la société, c'est d'habitude plus soutenu les mamans en lien avec ce type de sentiments-là que les papas. Donc, sur ces plans-là, c'est ça, ce sont à peu près des opinions, des perceptions qui peuvent nuire le bien-être des pères. Dans le sens de comment gérer des situations délicates en tant que père d'enfants autistes, ça peut être difficile, mais il y a quelques des stratégies qui peuvent vous aider. Comme on se disait tantôt, de se renseigner le plus possible, d'apprendre sur les troubles du spectre de l'autisme. Donc, de lire, d'aller sur des sites, de se renseigner sur c'est quoi, pour comprendre, pour chevaucher la partie théorique avec les critères, avec l'enfant que j'ai devant moi, avec moi, mon fils. Donc, comment ça s'applique, telles caractéristiques qui se manifestent dans les troubles du spectre de l'autisme, mais chez mon enfant, cette caractéristique est manifestée à un autre niveau de sévérité. Donc, ça peut être plus intense, moins. Donc, aller se renseigner le plus possible pour prendre des décisions après plus éclairées, pour défendre aussi efficacement les intérêts de l'enfant, par exemple à l'école, à la garderie, quand il est le temps, parce c'est tout le temps, on a besoin à chaque fois de demander le consentement des parents pour chaque intervention dans les écoles aussi ou dans les garderies. Donc, c'est important que les papas soient informés des besoins de l'enfant et de comment ça se manifeste pour pouvoir aussi consentir et pouvoir donner son accord pour de certains services et puis que ça puisse aider son enfant. Donc, c'est important dans ce sens-là d'avoir plus d'informations sur l'autisme, de chercher, comme on disait, connecter, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, de connecter avec d'autres parents qui ont d'enfants autistes, des groupes de soutien, des communautés en ligne, de faire ces partages. C'est que monsieur Raton, je vois son nom, tantôt est en train de faire, de partager son expérience, comment lui, à travers sa perspective, voit son enfant, pour que les autres aussi puissent commencer comment se dice, chevaucher les caractéristiques de l'autisme et de voir comment ça se manifeste chez mon enfant pour mieux les connaître. Ça, c'est super important.
communiquer, de pouvoir communiquer, comme un monsieur, tantôt on l'avait nommé, de pouvoir communiquer avec l'enfant n'importe quelle façon, même avec un jouet. Si l'enfant est non-verbal, si l'enfant est verbal, oui, ben, c'est ça, avec des signaux sociaux, avec d'autres outils, mais même non-verbal, on peut communiquer tout le temps avec des images, des jouets, des activités, juste les regards, de pouvoir imiter les comportements de l'enfant. Il y a plusieurs approches aussi qui sont utiles pour ça, surtout pour les enfants non-verbales. Aux États-Unis, il y a une approche floor time, s'appelle. C'est un des jeux comme dans le sol. Donc, on suit l'enfant qui est en train, je ne sais pas, de sauter, de juste faire des comportements juste aléatoires, mais c'est juste d'utiliser ce moment-là pour imiter ce que l'enfant fait. Et puis, de cette façon, ça va aussi améliorer la communication avec parents, père-enfant, en fait. Donc, ça va être positif aussi dans la façon comment l'enfant va pouvoir répondre au papa, parce que si là, oui, là, il voit mon père me comprendre, parce qu'il est en train de faire la même chose que moi. Il se rend compte tout de suite. Donc, ça, c'est très positif. C'est une approche qui fonctionne bien, surtout pour les enfants non-verbaux. Et une autre chose qui est très importante pour éviter des situations difficiles, non? C'est d'éviter le fait de comparaison. Par exemple, d'un enfant à un autre, ou d'une situation ou d'une famille à une autre. Ça, c'est comme le plus qu'on peut éviter, parce que dans l'unicité de chaque enfant, il faut le comparer à lui-même. Parce que nous non plus, on n'est pas à 100% à chaque jour. Donc, il faut travailler avec lui selon sa zone proximale de développement, c'est-à-dire jusqu'où il peut se développer. Et c'est vers ces niveaux-là qu'on va les comparer. Comme quand on dit, ben, aujourd'hui, il n'est pas à 100%. Mais comme nous, on se dit parfois, aujourd'hui, je ne suis pas à 100%. De comment je pourrais être. C'est la même chose chez les enfants autistes. Donc, parfois, c'est une erreur commune. Il faut apprendre à faire ça, à ne pas comparer un enfant à un autre. Il faut toujours le voir selon sa zone proximale de développement, jusqu'où il peut se développer aujourd'hui, mais vers où on l'amène aussi, parce qu'il ne va pas rester là. On veut toujours qu'il puisse faire de plus en plus d'apprentissage, d'acquérir d'habiletés d'autonomie. Donc, c'est ça. Donc, il est important d'être patient aussi envers vous-même et envers les personnes qui s'occupent de lui. Parfois, on est comme, mais j'aimerais qu'il puisse apprendre des habiletés plus vite, ou on peut être comme, ou on peut presser l'enfant aussi à l'apprendre. Donc, désolé. Il est important de prendre soin de vous aussi et de faire des pauses si c'est nécessaire, de participer à des activités que vous aimez et aussi chercher du soutien pour le bien-être émotionnel. Il est important aussi de célébrer dans ces apprentissages, célébrer ces réussites. Comme Forge le disait tantôt, il est important de décortiquer chaque réussite. Il y a tout le temps de réussite, toujours quelque chose à célébrer. Et donc, c'est important pour pouvoir arriver à ça, décortiquer qu'est-ce qu'on veut travailler. Et ça, commencer par ces petits comportements. Donc, et ça peut prendre même dans quelque chose qu'il faut travailler plus longtemps. La première étape, ça peut prendre quelques jours, quelques semaines. Donc, il faut se donner aussi le temps en tant que père pour ne pas se questionner au niveau de la participation, de l'implication paternelle. Il ne faut pas se questionner
par exemple, de dire c'est ma faute ou non, il faut seulement laisser le temps à l'enfant dans son développement et les interventions d'acquérir les comportements ou l'habileté qu'on souhaite développer chez lui. Et donc, sinon, pour la dernière question qui était c'est ça, de renforcer la confiance en vous-même et le sentiment de légitimité des pères et d'enfants autistes. Et c'est ça, pour pouvoir renforcer ça, c'est important de continuer à se renseigner sur les troubles du spectre de l'autisme, de comprendre les besoins et les forces uniques de votre enfant, parce que, comme on se disait, chaque enfant est différent. Et dans une classe d'enfants, une classe spécialisée, où il y a 4 ou 5 enfants, ils sont eux-mêmes, même s'ils ont la même condition, entre eux-mêmes, ont différents niveaux de difficultés aussi et de forces. Donc, il faut accepter et comprendre les besoins et les forces de l'enfant parce que plus vous aurez de l'information, vous allez pouvoir plus sentir confiance et prendre des décisions éclairées en lien avec les choses, les intérêts de votre enfant. Il est important de reconnaître et d'accepter votre rôle de père d'enfant autiste, donc comprendre que votre implication et le soutien auprès de l'enfant ont des effets positifs sur la santé, le bien-être et le développement de l'enfant. Comme on se disait, plus de temps on passe avec eux, plus ils vont voir les enfants que mon père me comprend, mieux vous allez communiquer, mieux vous allez connaître ses besoins sur vous. Et même quand les milieux externes, les RDI, les autres personnes, les autres intervenants qui travaillent avec lui vont avoir des difficultés à mettre des choses en place, ça va être vous, l'expert, pour pouvoir dire, je pense que peut-être on pourrait essayer. Donc, ça va être vous qui allez avoir plus d'informations, mais les plus vous allez les connaître et avoir du temps avec lui pour les activités, pour faire des activités. C'est ça. On avait déjà parlé de toujours garder à l'esprit de toujours identifier des forces chez votre enfant. Et c'est quelque chose que d'habitude on est plus confronté aux difficultés, mais il faut regarder aussi des forces sur lui pour que vous puissiez renforcer vos capacités parentales. Et partager les expériences, les défis avec les autres parents aussi, rechercher des conseils professionnels aux besoins, comme des thérapeutes, des conseillers, des conseillers ou des groupes de soutien. C'est ça, continuez ça, prenez soin de vous pour vous garder votre bien-être physique et émotionnel actif, donc participer à des activités, faire de l'exercice, prenez soin de vous parce que votre enfant a besoin de vous aussi. Donc, il faut que vous ayez le temps de vous reposer, de faire de temps en temps quelque chose que vous aimez faire pour que vous puissiez revenir vers votre enfant plus en forme. Parce que si à l'hôpital, ça marche l'internet comme... Ok, donc c'est ça, c'est important de prendre soin de vous, de vous fixer des attentes réalistes envers les objectifs de travail et se concentrer sur les forces et les capacités individuelles. Sinon, je pense qu'il est aussi important que dans notre société, on continue à favoriser la compréhension de ce qu'est le trouble du spectre de l'autisme. Il y a aussi des choses à faire au niveau de la société, pas juste au niveau des familles.
Et, par exemple, pour créer aussi des communautés plus inclusives, pour promouvoir l'éducation sur l'autisme, lutter contre des croyances stigmatisées, fournir des ressources aux pères, des groupes de soutien, d'assistants professionnels. Donc, tout ça, ce sont des défis, mais il y a encore beaucoup de choses à travailler pour offrir aux familles, aux pères. Voilà. Super, merci beaucoup, Madame Cervantes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires? J'aurais peut-être juste une petite question, Madame Cervantes. Je dirais, toute simple question, un mot ou bien une petite phrase là. Comment vous pourriez encourager un papa à prendre plus sa place dans les interventions? Parce que vous l'avez dit au début, puis c'est une vérité qu'on voit en fait sur le terrain aussi, même au CLSC, là. S'il y a un suivi à faire, ben, c'est la maman qui y va. C'est souvent la maman qui va parler, qui va prendre cette place-là. Mais comment vous pourriez encourager un papa à prendre plus sa place, surtout dans ce genre de cas-là? Le papa est très important, il a un rôle à jouer. Comment on peut encourager nos papas ou un futur papa qui vient nous voir puis qui nous fait part, ah oui, puis en même temps, j'ai un enfant qui est TSA. Comment on peut l'encourager à prendre sa place, autant dans les interventions à l'école, des suivis, etc. Ouais, ben, d'habitude, c'est dans la relation dans la famille, donc avec les partenaires qu'il faut, mais ça se fait de plus en plus, de prendre la place. Avant, les papas étaient vus comme les pourvoyeurs, celui c'est de lui qui était chargé des finances, et les seuls qui pouvaient ou qui travaillaient. Mais là maintenant, on voit comment les mamans aussi sont impliquées et les papas, donc il faut entre les deux regarder c'est quoi la meilleure formule pour notre famille et pour offrir être présent aussi pour notre enfant. Et que dans cette diade entre les deux, ça puisse se faire de façon assez égale dans le sens d'être en présence de l'enfant. Donc, que ce soit pas qu'il n'y ait pas un parent qui soit absent de la vie de l'enfant parce qu'il doit être tout le temps au travail. Et c'est important que les deux parents puissent avoir l'attention de l'enfant. Donc, il faut regarder, je pense, avec dans les couples, comment ça se fait selon les situations de chaque famille. Super. Merci énormément. Puis je vais prendre le temps de remercier tous les intervenants ce soir. Sandy, Madame Marianne Cervantes. Il y a Randy qui a dû quitter, il était un peu malade, mais vraiment, je pense que ce soir, on a eu beaucoup des choses qui se répètent quand même, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est bon de le répéter, donc on apprend. Je vais prendre le temps de juste passer le micro à notre coordonnateur, Yannick, brièvement, quelques mots de repère, parce qu'en même temps, il y a des réalités qui changent d'année en année, puis ce sont des réalités que nos papas vivent. Donc, je vais essayer de parler un peu de repères brièvement, notre soutien qu'on peut apporter. C'est sûr qu'on n'est pas des spécialistes en enfants autistes. Par contre, on a des papas qui ont eux-mêmes. Puis j'ai tellement aimé ça que vous êtes experts de votre enfant. Je pense que ça serait une très belle phrase. Donc, je vais laisser Yannick parler un petit peu brièvement de repères et notre champ d'intervention. Bien sûr, merci Sabine. Merci aussi à tous nos intervenants ce soir. Ça a été très édifiant, c'était très intéressant. Merci pour votre participation. Moi, je suis ici juste pour vous glisser quelques mots de repère pour ceux qui connaissent peut-être pas ou qui connaissent un petit peu moins, là. On est un organisme communautaire qui aide les pères. Le seul critère pour utiliser les services, c'est être père finalement. Donc, on aide les pères au niveau des compétences parentales, au niveau de la vie de la famille, principalement via des groupes de soutien qu'on offre. Il y a le groupe Harmonie qui est pas mal la pierre angulaire de nos services. C'est un groupe fermé de 10 semaines dans lequel on aborde plusieurs sujets à chaque rencontre. On a aussi un groupe qui s'appelle Entre pairs qui est donné une fois par mois, qui est un groupe un peu plus informel. Dans les deux cas, les pairs sont bienvenus. Ils ont juste besoin de nous contacter pour faire leur inscription, puis par la suite sont bienvenus. On les accompagne, puis on traite de différents sujets. Puis la place est vraiment laissée aux pairs justement pour discuter de ces enjeux-là. Voilà, à travers tout ça, on fait aussi des activités.
comme on fait, comme on fait ce soir, par exemple, soit des types webinaires, des activités un peu plus, sinon de porte ouverte, des activités père-enfant. On a fait une activité de patinage cet été. Cet hiver, on a fait une activité de barbecue père-enfant cet été. Donc voilà, si j'oublie rien, vous pouvez aussi nous suivre sur notre site internet, repère.org. Dans la section Nos activités, c'est là qu'on va mettre toutes les informations. Si vous avez des questions, vous pouvez juste nous écrire directement sur le site web ou sinon nous appeler. Puis on donne des rendez-vous habituellement assez rapidement, là, soit dans la même semaine ou la semaine suivante, pour pouvoir vous rencontrer puis discuter des situations qui vous préoccupent avec vous. Donc voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je laisserai la parole à Sabine pour le mot de la fin. J'ai pas de question, juste une petite affaire que j'ai oubliée, Madame Cervantes. Est-ce que dans votre pratique, on peut juste communiquer avec vous ou c'est vraiment fermé à des gens qui sont dans votre clinique ou vous voulez dire pour les pères? Oui, exactement. Est-ce que c'est qu'il faut le papa doit être un usager déjà de la clinique en particulier ou on peut communiquer avec la clinique parce que vous travaillez ou Ouais, non, c'est ça. Il faut, dans mon cas, j'ai fait plus de l'évaluation OK, d'autisme et neurodéveloppemental. Donc, ça passe par Sirène, par d'accord, l'hôpital en ce moment. Mais il y a, je pense que sur le site de l'hôpital aussi, sur Sirène, il y a aussi des outils pour les parents pour aller consulter la même chose à peu près que vous, des activités, d'autres organismes. Je pense qu'ils ont une plateforme avec des ressources. OK, génial. Est-ce qu'il y a un site Internet exactement que je peux écrire dans le chat pour des papas? Ça va être Sirène. Je vais juste écrire peut-être le, le nom, mais ça va être Sirène, ça s'appelle comme ça, la Génial, clinique parfait. d'Evans. C'est Euh, parfait. Merci beaucoup. ouais, donc peut-être que le site internet, ça va être en lien avec ça. C'est génial. C'est parfait. Merci énormément. Et, Donc, pour ceux qui veulent les ressources, sont toutes dans le chat. Étant donné que la vidéo est enregistrée, quand on va la diffuser, on va mettre aussi les liens là, si jamais vous ne les retrouvez pas. Puis, si vous avez d'autres questions, si vous n'avez pas plus d'autres questions, là, c'est moi qui vous relâche plutôt. Donc, merci, les 8 heures juste. Encore une fois, merci à tous aux intervenants. Restez à l'affût pour les autres ateliers ou activités qui vont venir. Et puis, voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Donc,